Merci beaucoup for inviting me to share this. Merci de m'avoir invité à partager ce travail de recherche. Je vais vous parler aujourd'hui du rôle des communautés globales dans la restauration des fleuves et rivières, une étude de cas des tribus américaines natives dans l'élimination des barrages. Les relations entre les Américains natifs et les barrages aux États-Unis ont été caractérisées historiquement par le déplacement et la marginalisation, comme on le voit par la destruction des pêcheries indigènes de Silesia après la construction du barrage d'Earls sur la rivière Columbia. Mais ceci est en train de changer. Près de 1700 barrages ont été retirés des rivières aux États-Unis. Les tribus ont joué et continuent à jouer un rôle essentiel dans beaucoup d'élimination des barrages en apportant des ressources culturelles, économiques et légales dans ce processus. Ces recherches étudient les implications tribales dans l'élimination des tribus, des barrages, avec des études de cas sur les rivières Ottawa, Penobscot, Elzoa, avec quel est le rôle des applications tribales dans les suppressions des barrages et comment est-ce que cet exercice affecte et reflète les changements de relations de pouvoir entre les acteurs tribaux et non tribaux. Ma recherche repose sur une approche d'écologie politique de l'indigénéité. Et ceci va cadrer la politique de l'élimination des barrages comme un type de conflit de ressources tout en restant attentif aux dimensions culturelles et spirituelles importantes des communautés tribales. Ceci est important parce que ça permet d'aller au-delà d'une description essentialiste des relations entre les tribus et les écosystèmes des fleuves afin d'offrir une meilleure vision dans les façons complexes dont les ingéniosités ont été imbriquées avec la conservation naturelle. Ceci permet de créer des objectifs pour considérer plus de relations et des compréhensions. Donc, on va avoir une vision plus nuancée sur les dimensions culturelles et politiques de l'élimination des barrages. Il y a un certain nombre de manières dont les tribus s'appliquent dans l'élimination des barrages aux États-Unis. Il y a des dimensions qui sont sous-jacentes à l'application des tribus. Il y a d'abord les dimensions culturelles et ceci crée un haut niveau de motivation pour poursuivre et suivre les projets. Il y a des dimensions réglementaires, donc il y a par exemple la Commission fédérale sur la réglementation de l'énergie, qu'appelle la FERC, qui licence et inspecte les projets non hydroélectriques et qui ont une obligation de consultation tribale lorsqu'un barrage va impacter des ressources des fonds tribaux tels que les pêcheries. Ceci est un point très, très important pour les tribus qui leur permettent d'influencer les processus d'élimination des barrages. Il y a des dimensions politiques légales, donc les tribus ont des droits de traité pour les saumons et autres espèces anadromes, donc qui sont menacées par les barrages. Et certainement, les tribus reconnues, donc fédéralement, peuvent accéder à des fonds pour la restauration des rivières. Il y a également des dimensions institutionnelles, le département, par exemple, des ressources naturelles tribales, bien sûr, et le soutien technique. Donc, dans la pratique, ces questions sont bien sûr très imbriquées, comme ceci a été démontré, par exemple, par l'élimination du barrage Condit, donc sur la rivière de White Salmon. Donc, la nation Yakima a négocié un accord avec le propriétaire du barrage pendant ce processus. Et ensuite, les passages de poissons, donc pour protéger les espèces et ceci a motivé l'élimination, poussé à l'élimination du barrage. Et bien sûr, la nation Yakama a co-sponsorisé une étude d'ingénierie et a négocié des accords notamment pour l'élimination. Les ressources culturelles ont été également naturelles en tant que Yakama, comme les anciens de la nation Yakama, présentant la rivière nous revient au saumon et au peuple Yakama. Nous avons dit que lorsqu'on aurait réglé l'eau, la nourriture traditionnelle suivra. Lorsque l'on règle la rivière White Salmon, les saumons arc-en-ciel et les lamproies suivront. Nos membres de la tribu seront là pour les accueillir parce que dans un message, c'est-à-dire cette terre fait partie de nous. Le premier étude de cas vient de la rivière Ottawa dans le nord-ouest du Michigan. Elle traverse des forêts, des rivières et des villes. Donc, avant d'arriver à la Traverse Bay. C'était le plus grand projet de restauration dans l'État du Michigan. Le projet impliquait l'élimination du barrage Brown, Bordham et Sabine et la modification d'un quatrième barrage. La restauration a reconnecté plus de 160 miles
de rivière, d'un chenal libre, et bien sûr, les actions politiques étaient essentiellement locales. La tribu a été impliquée de nombreuses manières dans cette élimination. D'abord, reconnaissance fédérale, qui a été un précurseur clé à l'application des tribus. La tribu a été reconnue par le gouvernement fédéral en 1980 pour restaurer les droits politiques et juridiques. Ensuite, un droit donc disposait, donc c'était d'avoir un casino. Et ceci a bien sûr modifié sa situation financière, puisqu'elle a pu ouvrir des casinos, donc elle a eu plus de ressources des casinos. Donc également, et donc c'était un point d'implication des ressources, donc parce que donc les qui sont entrés dans lorsqu'il y a eu une remise à niveau, enfin il fallait redemander une licence pour le bar en 2003, il a été décidé que c'était trop coûteux et on a eu un accord donc ensuite il y a eu les tribus ont joué un rôle essentiel pour les décisions de suppression donc du barrage, mais les tribus ont également donné des financements clés dans le début du processus avec un point pour garder la dynamique. Mais il y avait plus de 2 millions de dollars, bien sûr, du Bureau des affaires indiennes, du Bureau de la pêche et de la nature, et ces fonds étaient disponibles aux tribus comme des entités reconnues fédéralement. Donc, comme je vous l'ai dit, donc les politiques de ces éliminations de barrages étaient essentiellement locales. Donc, la résistance à l'élimination était concernant l'esthétique, les loisirs, les valeurs foncières et bien sûr les inquiétudes de changement. Il y avait très peu de production hydroélectrique en fait. Donc, les tribus se sont engagées dans ces aspects politiques locaux pour surmonter les résistances dans les communautés non amérindiennes. Ils ont sponsorisé plus de 200 réunions publiques avec plus de 1000 participants. Ils ont partagé les responsabilités pour les problèmes liés à l'élimination des barrages, tels que la rupture accidentelle du pont Bridge pendant une sécheresse. Donc, ceci devait se faire pendant plusieurs jours, mais en fait, le barrage s'est écroulé en quelques minutes et ça, il a causé des inondations. Et bien sûr, les ressources naturelles, le département de ressources naturelles a travaillé avec les partenaires, les agences gouvernementales et les non-tribales. Les tribus ont apporté des ressources culturelles à ces éliminations. L'eau est un être vivant et sacré, et la restauration des rivières était un processus humain pour l'écosystème de la rivière et pour les communautés également. Comme ceci a été dit, on sait que la rivière a une voix pour nous, nos travaux, notre chanson, nos cérémonies, ce qu'on fait dans notre mot, nous savons qu'elle est vivante et que l'eau est vivante. Le cas suivant, donc, concerne la rivière Penobscot. C'est le deuxième plus grand en Nouvelle-Angleterre qui couvre 8750 miles carrés, donc avant de s'écouler dans la baie de Penobscot. Donc, ceci, elle a été les pertes de pêcherie et des contaminations, en raison des contaminations industrielles notamment. C'est un des projets les plus ambitieux de restauration de fleuves et d'élimination de barrages sur la côte est des États-Unis. Les barrages Vesey et Great Works ont été enlevés et supprimés en 2010 et 2013 avec un bypass de poissons qui a été construit sur le barrage de ça a ouvert 2000 milles de fleuves et de courants pour 11 espèces de poissons tels que le saumon atlantique et la lauze. Donc, ceci a été apporté à une échelle beaucoup plus large, plus qu'à l'échelle de l'État. Donc, l'implication de tribus, similaire à la situation avec le GTB, donc reconnaissance fédérale, qui a ouvert le chemin pour l'implication des tribus dans l'élimination des barrages. Donc, la tribu a été reconnue en 1975 et ceci a conduit à l'acte d'accord de reprise de la terre indienne du Maine en 1980 qui a permis au gouvernement d'assurer la protection des ressources tribales telles que le droit de pêcher et dans les eaux des réserves. La relicence FERC a été également un point d'application. Donc, le propriétaire du barrage était d'accord avec la nation Penobscot et autres parties prenantes pour résoudre les problèmes de relicenciement de la barrage. Ceci, et bien sûr, les tribus parlaient beaucoup sur les passages des poissons et donc pour la renégociation des barrages. Et le propriétaire des barrages savait qu'il y aura de nouvelles demandes des tribus. Et donc, les tribus et d'autres parties prenantes ont créé le fonds de restauration du fleuve Penobscot qui a négocié, bien sûr, cet accord, et ce qui a ouvert la voie pour l'achat de 3 barrages pour 25 millions de dollars. Et donc, ceci a été vraiment une stratégie tout à fait intéressante. Le fonds a acheté les barrages et ensuite les a démolis.
Et je dirais que les politiques de suppression des barrages a ouvert à l'échelle d'État, c'est joué à part parce que la Pénoscope est la plus grande fleuve du Maine et il traverse les États. Donc, il y a eu des polémiques au cours de la perte de la production hydraulique et électrique et des inquiétudes en dehors du bassin sur la perte d'électricité. Et ceci ne s'est pas révélé ne pas être un problème, car le propriétaire du barrage a pu en fait générer plus d'électricité sur d'autres barrages existants. Et donc, les tribus se sont engagées dans la politique au niveau de l'État en devenant des membres clés d'un processus de collaboration avec d'autres agences et d'autres organisations, telles que le conseil du Maine sur la génération et la nature. Donc, on a pu remonter en échelle de politique. Eh bien, il y a des conséquences en cours pour les politiques autour du fleuve Maine. Les tribus Wabanaki sont actuellement en plaidoyer pour l'élimination de 4 barrages sur la rivière Kennebec et ils disent que ils citent le barrage Pénoscope comme un précédent. Donc, le Pénoscope a également une ressource. Donc, bien sûr, les Pénoscopes sont des peuples de rivières. La réserve comprend plus de 200 îles dans la rivière. Ils pêchent dans ces eaux depuis plus de 10 000 ans. Donc, comme un ancien le dit, il y a très longtemps, les peuples vivaient le long de ce fleuve comme nous le faisons encore aujourd'hui. Nous tirerons notre nom, Burnewerskep, d'un lieu sur la rivière, et plus tard, toute la rivière a pris son nom de nous. Donc, notre terre ancestrale est un grand réseau de rivières, de lacs, de courants, de ruisseaux, et ceci nous connecte à l'océan. Et donc, il y a au centre une montagne sacrée Katahdin qui veille sur nos peuples depuis les temps immémoriaux. L'autre étude de cas concerne le fleuve Elwha, qui court de 85 000, je crois, sur la rivière, le mont Olympique. Donc, le bassin qui est le moins développé parce que ce bassin versant se situe dans un parc national olympique. Mais avant la construction des barrages, au début du XXe siècle, la rivière produisait près de dizaines de millions de saumons et de truites. Mais ensuite, il n'y avait plus que quelques dizaines de milliers de poissons. Donc, les barrages Elwha et Glen Canyon ont été éliminés en 2012 et 2014, les plus grands dans l'histoire américaine. Ceci a donné aux poissons accès à plus de 70 miles d'habitats de reproduction tout à fait intacts. Et la politique d'élimination ici était les plus larges des 3 études de cas. Ils ont touché l'échelle nationale et régionale. L'application des tribus, encore une fois, similaire aux autres cas précédents, la reconnaissance fédérale était un point clé pour s'impliquer dans l'élimination des barrages, même s'ils se sont battus contre ces barrages depuis leur construction. Après la reconnaissance en 1968, les tribus ont bien sûr intensifié les efforts donc, pour détruire les barrages. Il y a également la décision de cour de 1914, Bolt, qui a déterminé que les tribus avaient le droit de pêcher dans l'État de Washington et ces droits nécessitaient la restauration des rivières. La tribu a toujours insisté sur la restauration totale de l'écosystème. Donc, le relicenciement fer, encore une fois, a un point d'entrée très important pour les tribus dans ce processus. Les tribus se sont engagées dans les décisions de relicence au début des 70 et elles ont été les premières à intervenir pour demander officiellement l'élimination du barrage. Elles utilisaient des fonds du Bureau des Affaires indiennes pour apporter leurs propres travaux de recherche pour prouver que l'élimination des barrages était la meilleure décision environnementale et économique. Les politiques de ces éliminations de barrages ont joué également, comme je vous l'ai dit, au niveau régional et national. Les tribus se sont impliquées en politique à ces échelles. Ça a été vraiment les cas les plus constants et avec le plus contentieux, avec des complications juridiques, avec résistance des propriétaires des barrages et avec les tensions autour de la question des ressources naturelles.
qui n'étaient pas directement liées au barrage. Par exemple, il y a eu un problème sur l'exploitation du bois, par exemple, l'exploitation forestière, et ceci a affecté en fait la résistance à l'élimination des barrages. La tribu a géré avec des acteurs qui étaient en dehors du bassin, étaient impliqués dans les processus politiques à toutes les échelles. Et encore une fois, les questions de ressources naturelles peuvent être extrêmement politiques dans l'Ouest américain. Les tribus ont pris ont pris le leadership pour créer une agence donc, sur la pêche et la nature et pour être beaucoup plus efficace politiquement pour travailler avec toutes les parties prenantes et les acteurs gouvernementaux. Et bien sûr, ceci a conduit a eu des implications pour d'autres éliminations de barrages dans l'ouest des États-Unis avec l'implication de tribus telles que le barrage de la Snake Rivers qui doit être, ou les barrages donc le bassin du fleuve Klamath dans l'Oregon. De plus, il y a des avantages par rapport à l'élimination d'un barrage, d'un processus de barrage pour appliquer, parce que ça peut créer des complications, mais en même temps, ça peut permettre également, lorsque le Congrès s'est impliqué, bien sûr, on a eu la restauration il a passé l'acte de restauration de l'écosystème, donc restauration complète donc, des écosystèmes de ce fleuve et qui a autorisé bien sûr l'élimination du barrage, même si ça n'avait pas été le cas pendant des années. Et bien sûr, maintenant, il y a eu des problèmes et des avantages également à avoir plus d'acteurs impliqués donc, dans cette élimination de barrages. Les tribus, on parle également de ressources culturelles pour l'élimination de ces barrages. Les saumons sont très, très importants, profondément imbriqués dans les existences de ces tribus. Et cette rivière, le saumon, a été très importante. Et donc, ils disaient toujours que le saumon était utilisé à 100%, c'était un héritage. Et la culture est construite autour du saumon. Donc, je reviens à la question des ressources, notamment comment ceci affecte et se reflète les relations de pouvoir. Les éliminations des barrages aux États-Unis, la possibilité pour les tribus d'exercer leur pouvoir politique. Et elles sont extrêmement talentueuses dans ce registre, sur le ring, sur la scène politique. Bien sûr, ceci reflète les relations de pouvoir qui changent. Les tribus deviennent plus puissantes à raison des droits sur les traités pour mettre la pression sur les décideurs politiques. C'est la source de pouvoir qui est totalement différente de celle des autres agences ou des groupes privés. Et donc, elles tirent les avantages sur leurs droits juridiques pour intervenir dans les processus de relicence FERC également. Et ils ont des ressources de plus en plus qu'ils appliquent donc comme des tribus reconnues fédéralement pour initier et lancer l'élimination des barrages. De ce point de vue, l'élimination des barrages sont des projets de restauration des tribus, en fait, qui font partie donc de la tradition de la souveraineté et de l'autosuffisance culturelle. Ceci affecte également, bien sûr, les relations de pouvoir entre les tribus et la communauté au sens large du terme. Donc, bien sûr, ça fait remonter le rôle des tribus dans la gestion des ressources naturelles. Ils ont apporté leur expertise avec l'étude de faisabilité, le suivi des résultats écologiques de l'élimination des barrages. Ils ont continué des partenariats avec les parties prenantes non tribales ils ont eu plus de visibilité, de respect des autres communautés dans des coopérations et des alliances quotidiennes. Et l'implication des tribus a créé la possibilité d'un ensemble de valeurs différentes et de demandes de ressources pour informer la prise de décision autour de la restauration des rivières. J'étais un participant non natif à un projet. J'ai toujours admiré les Amérindiens pour leur philosophie et la façon dont ils traitent la terre. Mais pour moi, de rencontrer ces gens et travailler avec eux a été vraiment un grand honneur. Donc, les tribus ont affecté la nature et les pratiques de restauration des fleuves. Donc, chaque cas implique plus d'un barrage qui doit être enlevé. Dans chaque cas des bassins, les tribus étaient inquiétées avec la restauration des rivières à des échelles très larges, spatio-temporelles. Et ce n'était jamais juste l'élimination du barrage. L'implication des tribus dans l'élimination des barrages rend les projets plus temporellement et spatialement inclusifs, ce qui restaure les relations homme-rivière et homme
humain non humain, et pour les ancêtres ainsi que pour les futures générations, et qui font des parties intégrantes de le processus de restauration des rivières. En tant qu'un ancien de la Penobscot Nation le dit, elle est engagée à poursuivre ces efforts jusqu'à ce que les poissons, la vie sauvage, les plantes sont en sécurité et que l'aspect sacré des rivières est restauré. Seulement à ce moment-là, notre culture sera complète et seulement il y aura cette nouvelle harmonie dans le cycle de la vie. Donc, ce que je suggère, c'est qu'il y a la possibilité pour les nouvelles relations avec les fleuves, donc avec l'implication des tribus. L'implication des tribus dans l'élimination des barrages crée des opportunités pour ouvrir de nouveaux espaces politiques à toutes les échelles pour débattre comme la manière dont la nature est perçue, protégée et vécue. Et comme les Lower Ewa Kalam le dit, la rivière est libre, les sémons reviennent. Mais en enlevant les barrages, ce n'est pas la fin, c'est le début de quelque chose. C'est un processus de travail. Nous changerons le monde, l'environnement et nous rétablissons l'environnement. Maintenant, nous devons déterminer que faire avec. Merci beaucoup dans le texte.